Ok. Alors, je vais découvrir les slides en même temps que vous. Parce que moi, je les ai faits sur Keynote sur Mac. Et puis, hier, on a vu qu'il y avait des problèmes, ça marchait pas. Donc, ils ont été convertis en PowerPoint. Déjà, c'est un premier niveau d'incertitude. Puis, je pense qu'il peut y avoir au niveau des polices de caractère des surprises aussi. Donc, voilà. On va voir ça ensemble. Ça sera peut-être pas tout à fait ce que j'avais prévu. Voilà, il y a une grosse arrivée, là, on va attendre qu'il s'installe. Donc de quoi on va parler? Pour aussi que vous puissiez repartir si vous n'êtes pas à la bonne place. Donc on m'a dit le thème d'Agile en Med, si tu veux venir parler, c'est culture et agilité. Je dis super, je vais parler de culture et d'agilité. Donc ça parle de ça. Et sous quel angle je vais en parler? On a des retours d'expérience dans le programme. Tout à l'heure, j'ai vu un super retour d'expérience. Je ne sais plus comment s'appelait l'assurance. Vous y étiez. Salam. Je ne sais pas si vous... Super. Donc c'est très inspirant. Ils font un super boulot et c'est vraiment intéressant de voir des retours d'expérience comme ça. Donc ça, c'est intéressant dans un programme. Et puis, il y a une citation là-haut qui me plaît bien. C'est « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Et donc il y a aussi des moments, et ça fait pour moi partie de l'agilité, où on va s'arrêter, on va réfléchir. On va essayer de se poser des questions, de comprendre les choses. Et c'est à un moment comme ça que je vous invite. Donc ça ne va pas être un retour d'expérience. Je ne vais pas non plus vous donner des choses très pratiques comme dans la session juste avant sur le Scrum Master, qu'est-ce qu'il fait, etc. Plutôt une invitation à réfléchir ensemble. Ça vous va? Eh bien, on est parti. Enfin, on essaye d'être parti. Voilà. Vous voyez déjà, voilà, effet police, ça déborde de partout. Il y en aura d'autres. Donc, je m'appelle Christophe Kiromène. Je suis catalyseur d'agilité, c'est-à-dire que quand je vais quelque part, j'essaye de faire que ça bouge, qu'il y ait des choses qui se passent et que ça aille vers plus d'agilité. Ce qu'il faut retenir sur ce slide, c'est cette adresse-là. Parce que la présentation, il y a pas mal de slides, pas mal d'informations. Ça sera sur SlideShare, donc voilà, vous n'avez pas besoin de noter tout le reste. Vous pouvez repartir, vous avez les slides, tout va bien. Et puis j'ai écrit ou coécrit des bouquins, donc vous aurez aussi ça sur SlideShare si vous voulez regarder un peu plus. Puis il ne faut pas trop que je m'éloigne parce que la portée n'est pas suffisante. Ah! Ça, c'est un moment délicat pour moi. Ça, c'est moi il y a longtemps. Très longtemps, voilà. Je me dénonce parce que personne ne me reconnaît, c'est terrible. Donc voilà, c'est moi il y a longtemps et j'ai habité Casablanca pendant 2 ans. Et voilà, donc je suis ravi d'être là parce que ça faisait 35 ans que j'étais pas revenu. Donc c'est un peu changé. Mais voilà, je suis super content du coup de pouvoir retrouver Casa. Et ça va me permettre de parler de culture. Parce que, donc vous voyez, ça c'était sur la photo prise en France avant que j'arrive. Et puis ça, c'est quand je suis arrivé. J'ai essayé de me mettre à la culture locale. Et comment on fait justement quand on essaye d'adopter une culture? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des pratiques extérieures, on regarde et on essaye de faire pareil. On essaye des comportements. Et puis on voit en fait que c'est juste un peu imité, parce que si vous regardez le t-shirt, il est toujours dessous. Dessous, on ne change pas aussi facilement que ça. On peut arriver à imiter dans un premier temps, mais on ne trompe pas son monde très longtemps. Donc ça reste un peu superficiel. Et là où la culture, on peut la toucher, c'est quand les choses vont mal, quand les choses ne se passent pas comme c'est prévu. Là, on voit réellement ce qu'est la culture. Et j'ai eu un petit exemple comme ça, donc... je faisais plein de voyages, quand j'étais là, j'en profitais. J'avais ramené ma voiture de France, une R6, une Renault. Et puis un jour, avec des amis, donc là il y avait ma femme et puis on avait deux amis. Dans la boîte, il y a un chat, donc là, la voiture était bien pleine.
On avait pris une piste pour aller voir un Agadir du côté de, je crois que Ouarzazate ou je sais plus, enfin ouais. Et à un moment donné, donc on roulait sur la piste, on s'était perdu. Et puis j'ai vu ma roue avant droite me dépasser. Ça fait bizarre. Et donc la voiture a fait boum, et puis elle s'est arrêtée sur la piste. Il était 5 heures du soir et la nuit tombait vers 18 heures à peu près. Il n'y avait personne. Et là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça. C'est-à-dire que 3 heures après, à peu près, la voiture était sur un camion et quelques temps après, le camion roulait vers la ville d'à côté. Makash Mouchkin, il n'y a pas de problème. Mektoub, ça devait arriver. Et là, pour moi, on était dans la culture du pays. Et pourquoi? Alors, c'est mon explication à moi d'occidental, de français, et puis on pourra en reparler avec grand plaisir quand on se recroisera. C'est ça qui fait la force. C'est qu'on sait qu'on peut compter sur les autres. Il y a toujours des gens pour vous aider. Et ça, c'est une culture. C'est une culture du collectif. On sait qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours des gens qui vont se regrouper. Alors des fois, on discute un peu là, parce que les 3 heures, en fait, c'était négocier le prix pour que les gens se mettent... Mais tout va bien, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et après, on travaille ensemble. Voilà. Pour moi, là, je commençais à toucher un petit peu plus ce qu'était la culture marocaine. Et puis bon, l'histoire finit bien, on a réparé la voiture, et puis on est reparti. L'agilité. Donc ça, c'était la culture. Maintenant, l'agilité, c'est quoi? Je vais vous donner une définition, parce que si vous connaissez le manifeste Agile pour le développement logiciel, vous savez aussi que dans le manifeste Agile, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'Agile. Ce qui est un peu embêtant parce que du coup, quand on met 3 agilistes ensemble dans une pièce, il va y avoir 3 définitions, plus la 4e qui est celle qu'on va voir en sortant. Donc ça fait beaucoup. Donc moi, je vous en propose une pour la durée de cette session. C'est la capacité. Donc là, c'est pas un moyen, c'est une capacité, l'agilité. Une capacité à prospérer dans un environnement imprévisible et changeant, un environnement où il y a un Chinois qui tousse et l'économie mondiale qui se grippe, et personne ne l'avait prévu. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et dans ce monde-là, imprévisible et changeant, il faut déployer une réponse efficace aux opportunités, aux menaces, en respectant une finalité. C'est une définition qui a été donnée par un monsieur qui s'appelle Rick Dove, qui était co-auteur du premier rapport à mentionner le terme d'agilité, et qui date pas du tout de 2001, mais qui date de 1991. Et à l'époque, c'était une capacité des entreprises dans le domaine du manufacturing. Aussi pour dire que l'agilité a une histoire plus longue que ce qu'on veut bien souvent raconter. Et on raconte aussi que la culture est un problème pour l'agilité. Alors sur le SlideShare, je vous promets, les polices seront meilleures que ça. Hein. Là, je vois ça, ça me fait mal. Mais voilà. Donc on dit la culture, c'est un problème pour l'agilité. Alors on l'a vu ce matin, Jürgen, là, on a parlé dans la keynote. On a une entreprise qui s'appelle Version One qui fait depuis presque 20 ans maintenant des enquêtes tous les ans, et tous les ans revient le fait qu'on a un problème entre les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise et puis la culture agile. Ça revient tout le temps. Et puis depuis moins longtemps, puisque c'est la 2e édition, il y a un nouvel organisme qui s'appelle le Business Agility Institute, qui lui considère plutôt une agilité d'entreprise. Version One, on est plutôt sur l'agilité dans le domaine des DSI, de l'IT, du développement logiciel. Business Agility, donc c'est vraiment la capacité de l'entreprise. Et vous voyez que dans les top challenges, il y a la culture à peu près avec le change management dont parlait également Jürgen Appelo ce matin. Donc il semble bien effectivement qu'on ait un problème. Et puis, le sujet de ma conférence, c'est de dire, mais ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le problème qu'on a entre la culture agile et puis la culture de l'entreprise? Voilà ce à quoi on va essayer de répondre. Culture, comme on le disait tout à l'heure, la magnifique photo, elle n'était pas construite moi quand j'étais là. Je suis parti juste, elle était en train d'émerger. Donc je suis content de la voir en vrai maintenant. Culture, c'est d'abord quelque chose d'extérieur. Quand on voit cette photo-là, il y a tout de suite une culture qui nous vient, qui est attachée.
On mettrait une photo de Notre-Dame de Paris, par exemple, on a une autre culture qui vient, etc., etc. Donc la culture, c'est d'abord quelque chose qui se voit de manière externe. Mais c'est un petit peu plus que ça. Donc je suis allé chercher définition dans le Larousse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui définit la culture, c'est la différence. On note qu'on est face à une culture parce qu'on note des différences par rapport à plein de choses. Et les différences, elles sont de deux catégories. Elles sont des différences matérielles et des différences idéologiques. On va noter donc des différences dans des groupes sociaux, dans des pays, dans des équipes, etc., etc. Autre idée, c'est que quand on parle de culture, on peut parler en fait d'une poupée russe. Vous connaissez ces poupées, les matrioshkas, qui s'empilent les unes dans les autres. Ben, la culture, c'est ça. La culture, ça commence par une civilisation. Ensuite, ça peut descendre sur un pays. Dans un pays, on peut avoir plusieurs cultures. Il y a peut-être des berbères parmi vous, ou des choses comme ça. En France, si on parle avec quelqu'un de Paris ou quelqu'un de Marseille, c'est pas pareil, c'est pas la même culture tout à fait. Donc même dans un pays, on peut avoir plusieurs cultures. On a des langues différentes. On a des couches sociales différentes. Des fois, c'est des choses qui sont extrêmement organisées dans le pays lui-même. Le fait qu'on parle de pays, par exemple, fait partie de la culture. Je sais qu'au Maroc, on parle de royaume, nous, on parle de pays, par exemple. Donc, déjà, ce sont des différences culturelles. Ensuite, on a des domaines d'activité. C'est assez drôle, par exemple, essayer de faire discuter un agiliste avec un charpentier de marine, vous verrez qu'ils n'auront pas tout à fait le même vocabulaire. Moi, je ne comprends rien quand je discute avec certaines professions. Ils emploient tout un tas de mots français que je ne connais pas. Donc il y a une culture là aussi, il y a une différence dans le langage. Il y a une culture au niveau de l'entreprise, donc ça c'est le sujet sur lequel on part. Il y a aussi des cultures dans l'entreprise. On avait du RH, du marketing, on a la vente, on a des développeurs. Ils ne s'habillent pas pareil, ces gens-là. On voit des gens qui sont habillés avec des vestes, on voit qu'ils sont avec des t-shirts. On a des cultures aussi, donc ne serait-ce que sur la manière de s'habiller, de parler, de se comporter, au sein même de l'entreprise. Et puis, on a des cultures dans les équipes. On voyait tout à l'heure Jean-Pierre, quand il va visiter les différentes équipes, et ben, il voit que tous les gens ne font pas de la même façon. On a des manières de se comporter entre nous, on a nos histoires d'équipe. Hein, on a des blagues qu'on se fait entre nous que les autres ne comprennent pas, parce que ça fait partie de notre histoire commune. Et tout ça, ça se termine sur l'individu, et l'individu est la conjugaison de tous ces éléments de culture. Donc on voit que quand on parle de culture en entreprise, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Donc culture, on a dit, il y avait la culture du pays. Effectivement, moi, ça m'est arrivé d'avoir à travailler avec des Indiens. Et la première fois que j'ai fait une formation avec des Indiens, j'ai l'habitude, quand je fais des formations, de dire « Vous avez compris ce que je vous ai dit ?» Et la réponse, c'est on m'a expliqué. N'empêche qu'à chaque fois, j'avais un petit moment pour dire « Ils ont compris, ils n'ont pas compris ?» Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai accompagné une équipe française et une équipe indienne qui étaient en relation, qui étaient complètement en conflit. Pourquoi ? Parce que dans la culture indienne, telle que ça se jouait entre eux, la réponse était toujours bah oui, ça va, ça va. Et tout ce qu'on leur demandait de faire, c'était bah oui, ça va, on va le faire. Et en fait, forcément, ils ne pouvaient pas tout faire, mais ils n'osaient pas dire parce que dire non, pour eux, c'était un problème. Et tout le travail d'accompagnement qu'on a fait était un travail culturel, que chaque équipe puisse comprendre la différence culturelle de l'autre et que les Indiens puissent comprendre que ne pas oser dire qu'on ne pouvait pas faire était un problème pour l'équipe française. Et finalement, ça c'est bien fini. Vous voyez, donc, des choses qui peuvent se jouer comme ça au niveau simplement de la culture du pays. Ça, c'est un autre exemple que j'aime bien. J'adore cette photo-là. C'est le groupe Air France KLM. Vous connaissez peut-être Air France KLM. Donc, c'est un groupe où on a deux compagnies qui se sont mariées depuis 12 ou 13 ans maintenant. Air France et KLM. Mais dans la réalité, c'est ça, quoi. C'est comme les avions, ils se tournent le dos. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre vu du Maroc,
Mais la culture française et la culture néerlandaise, c'est pas pareil. Les Néerlandais, quand je suis allé travailler là, ils m'expliquaient, écoute, les Français, ils sont incapables de passer à l'acte. Ils font des réunions, ils discutent. En sortant de réunion, ils disent, bon, on verra ça à la prochaine réunion. Ok, je les écoutais, je dis, oh ouais, je comprends. J'allais voir après les Français, ils me disaient, oh là là, les Néerlandais. Ils réfléchissent jamais. Ils s'organisent pas, ils font. Et après, c'est le bordel, faut tout nettoyer. Et c'est nous, les Français, qui devons faire le ménage. Deux cultures, en fait, on pourrait voir toute la complémentarité que ça pourrait. Et en fait, non. Ça reste dans le frottement et avec des moments très, très, très difficiles. C'était rigolo parce que quand on démarrait la transformation, il y avait un pays qui embauchait un coach, poum, l'autre pays embauchait un coach aussi parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait un pays qui prenne le lead sur l'initiative de transformation par rapport à l'autre pays. Vous voyez, ça allait sur des choses complètement stupides comme ça. Donc la culture, ouais, ça a l'impact. Et donc, bien avant la culture d'entreprise déjà. Donc ensuite, quand on regarde au niveau de la culture d'entreprise elle-même, ça va être notre deuxième temps. Alors j'ai eu un client qui s'appelait Mercedes-Benz France, donc c'est une partie plus des commerciales. Et c'est très drôle quand on rentre chez Mercedes, donc il y a un grand hall, il y a des véhicules, il y a des belles Mercedes qui sont là, et au bout du hall, il y a un grand, énorme panneau avec marqué « The best or nothing ». Et là, vous arrivez pour parler d'agilité, pour parler de MVP, pour parler de droit à l'erreur, pour parler de good enough, et vous sentez que ça ne va pas se passer tout seul. Et c'est ça le travail. C'est ça le travail, c'est de voir comment les gens qui passent là tous les jours, qui sont imprégnés de ça, le traduisent dans leur comportement de tous les jours. Et comment on va devoir travailler au quotidien à aligner le fait qu'un MVP, c'est pour faire the best. Et que ce n'est pas contradictoire. Mais ça, il faut le faire avec une intention et avec pas mal de persévérance. Autre exemple d'entreprise. Ah non, pardon, ça sera après. Donc oui, la culture d'entreprise, ça peut se définir par la manière dont on fait les choses ici. Ici, c'est comme ça qu'on doit faire. Et ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. C'est un petit peu comme l'image de la mosquée, où quand moi j'essayais d'apprendre à servir le thé à la menthe, je suis pas très bon, j'ai pas fait beaucoup de progrès depuis. Mais voilà, c'est le comportement externe. Mais en fait, la culture, c'est surtout tout ce qui va se passer sous l'eau, sous la ligne de flottaison. Et ici, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Edgar Schein. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Edgar Schein? Ok. Voilà, donc si vous avez un truc à retenir de cette session-là, si vous vous intéressez à ce qu'est la culture d'entreprise, vous prenez, vous achetez, vous lisez ce bouquin-là. C'est un gars qui a consacré toute sa vie à travailler là-dessus. C'est un bouquin qui date de 1985, mais ça reste la référence absolue dans le domaine de la culture d'entreprise. Et je vais vous présenter quelques modèles que nous propose Schein. Donc déjà, Schein nous dit en fait comment se construit une culture, et ça c'est vachement intéressant. Il nous dit une culture, au départ, c'est un ensemble d'hypothèses. C'est juste des choses, on ne sait pas, mais on se dit, tiens, on croit que ça peut marcher comme ça. Et puis ça marche. Sinon, on n'en parle plus. Il n'y a pas de culture d'entreprise, parce que l'entreprise a fait faillite, on ne parle pas de la culture des entreprises qui ont fait faillite. Si on parle de la culture d'entreprise, c'est qu'elle a réussi. Donc les choses ont marché. Et du coup, on a appris à faire en utilisant ces hypothèses-là. Et donc, on les a validées. Et à partir d'un moment, on les a tellement validées qu'on va les enseigner aux nouveaux arrivants, qui eux ne les ont pas validées, ils les ont juste reçues. Et donc, ça devient des croyances. Ça devient la bonne façon de percevoir, de penser, de ressentir et de faire. Et plus personne ne questionne cette manière de penser, de ressentir, de voir et de faire. Ça va bien, tant que ça va bien. Mais quand ça commence à poser des difficultés, ben là, plus personne ne sait parce que les choses ont été inconscientisées. Donc ce modèle est très intéressant. Et il faut que je me rapproche. Voilà. Ça, c'est un autre exemple d'une entreprise que...
que connaît mon ami Koussaï. C'est une entreprise où c'est très, très intéressant. Quand on rentre là dans le hall de l'entreprise, il n'y a pas des Mercedes, il y a un scooter. Il y a le scooter du créateur de l'entreprise. Et ce créateur-là, qui est sur la photo, qui est décédé maintenant, répétait, mais tout le temps, ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Assez proche de Mercedes dans l'idée. Est-ce que vous connaissez cette entreprise-là? Une idée? Il est sous sa création. C'est le gars qui a inventé les abribus. Ouais, JC Decaux. JC Decaux. Et là, c'est aussi intéressant parce que ce sont ce qu'on appelle les cultures d'entreprise familiales. Et c'est des types d'entreprises très, très particulières. Mercedes est aussi au départ, comme beaucoup d'entreprises automobiles, hein, Peugeot, Renault, etc., une entreprise familiale. Et chez JC Decaux, ce qui est frappant, c'est que dès le premier jour, la première heure où vous allez là-bas, on vous raconte les histoires de JC Decaux. Il est mort. D'accord ? Il est plus là. Mais on vous raconte tout ce que faisait JC Decaux. On vous raconte que JC Decaux, le matin, il était sur le parking et qu'il vérifiait la manière dont les gens garaient leur voiture. Qu'il fallait garer la voiture comme ça pour ne pas que le pot d'échappement salisse les murs de l'immeuble. Il fallait que la voiture soit propre. Que JC Decaux, il traînait à 10h dans le jardin et il regardait les gens qui arrivaient en retard. Et puis il dit, toi, dans mon bureau, tu vas m'expliquer pourquoi tu n'arrives qu'à 10h. Vous voyez la culture d'entreprise que ça bâtit. Et là, on a un phénomène assez rigolo, c'est qu'on est très proche du culte, du gourou. Et si on regarde comment, par exemple, le Robert Dilts définit une secte et un gourou, dans un culte, il y a une hiérarchie où le savoir vient du sommet, les valeurs, les croyances sont imposées, on y est exactement. On a des comportements qui définissent des frontières basées sur l'exclusion. On en est ou on n'en est pas. Et quand on se fait virer, plus personne ne nous connaît. On est dans la famille, parce que c'est une culture familiale. Et c'est comme la famille. Hein, voilà. On est dedans, on prête allégeance, ou bien on n'appartient plus, on ne connaît plus. Et du coup, le gourou de la secte doit lui-même être différent. Il doit avoir des signes distinctifs. Il doit avoir un beau bureau, il doit avoir une voiture spéciale, il doit avoir plein de choses comme ça. Il a des attributs. Et il y a les gens qui sont autour de lui. Il a ses proches. D'accord ? Eux, ils ont le droit de faire des choses. Donc si on est avec eux, on est dans la vérité. Si on est en dehors, on est dans l'erreur. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que, vous connaissez ce proverbe ? If it ain't broke, don't fix it. JC Decaux, c'est une entreprise avec énormément de succès, qui gagne énormément d'argent, qui va bien. Votre rôle de transformation, de coach agile, machin, c'est pas d'aller dire à JC Decaux, écoutez, vous êtes une secte avec un gourou, vous avez tout faux, vous n'avez rien compris, je vais vous apprendre la vie. Le truc, c'est juste, comme on disait tout à l'heure, que peut-être à un moment donné, cette culture d'entreprise qui est complètement inconscientisée va commencer à leur poser des problèmes. Comme elle a posé des problèmes à Kodak, à Nokia, à machin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus les moyens de changer nous-mêmes notre culture. Et c'est là où le rôle d'un externe peut être intéressant parce que lui a un regard où il va voir les différences. Et donc il va pouvoir aider l'entreprise à changer. Autre élément de réflexion sur la culture d'entreprise, je sais qu'on a un représentant de la Société Générale. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est peut-être la plus grosse transfo agile en France. En France, ça fait des années que la Société Générale tient le cap d'une transformation agile. Il y a je ne sais pas combien de coachs agiles qui y sont passés. Et c'est peut-être aussi ça qui irrigue la manière dont on regarde les problèmes de culture. Se dire, ben oui, en fait, on a du mal parce que la culture de l'ESG a un problème par rapport à l'agilité. C'est des choses qu'on peut entendre. Avec voilà, tout le respect que je dois à la Société Générale, c'est des choses qu'on peut entendre. Ma réflexion ici, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a un problème spécifique avec la Société Générale ou est-ce qu'on a un problème plus important avec le domaine d'activité qui est une petite photo qui va venir ici, normalement. Voilà, là c'est une photo de la City à Londres avec le secteur banque-assurance.
Est-ce que le plus gros problème, il est spécifique à la l'ESG ou il tient à la culture de la banque assurance? Ça mérite d'être réfléchi. Pourquoi? Parce que la culture du secteur d'activité, la banque assurance, c'est le coffre. Ça vient de là, d'accord, au départ. Donc c'est une culture de contrôle. Oui, bah oui, c'est normal. C'est une culture de sécurité. Bah oui, c'est normal. Vous voyez l'idée? Et donc ça, c'est intéressant d'aller chercher ce qui fait le fondement de la culture d'un métier. Shine nous propose un modèle qui est extrêmement utile pour ça. Il nous dit en fait, la culture de l'entreprise, vous pouvez considérer qu'il y a 3 niveaux importants. Et il y a un premier niveau qui est celui qu'il appelle le niveau des artefacts. Alors, vous voyez, ça a glissé. Artefact, c'est la couche extérieure sur le dessin. Donc c'est tout ce qu'on voit. On en a déjà parlé. Ensuite, donc c'est là où, en général, quand on fait une transformation, c'est là où on intervient. Quand on amène les pratiques agiles, quand on amène du Scrum, quand on amène du Safe, on va travailler là. On va travailler à changer les comportements, à changer les pratiques. Mais on a un deuxième niveau qui est les croyances, les valeurs. Là, c'est souvent le niveau au travail, on a les ressources humaines, on en avait quelques-uns là. C'est là où vont travailler le management, le top management, à définir les valeurs de l'entreprise, faire les plans de com autour de ça. Mais Shine nous dit, oui, mais en fait, le noyau actif, le noyau rouge, c'est les prémices. Et les prémices, elles sont au cœur, mais elles sont au niveau de l'inconscient. Et là, on a des choses extrêmement puissantes parce que c'est des croyances sur la nature de l'homme, sur le rapport au temps, sur la notion de vérité, qu'est-ce qui est vrai, sur donc, toutes les choses qui vont fonder nos processus de décision. Et ça, on les travaille assez rarement dans les transformations, alors que c'est là où on va avoir le fameux conflit avec l'agilité dont on parlait au tout début de cette session. Et ça, c'est difficile parce que ce sont des choses qui sont invisibles, inconscientes. Et donc, il va falloir aller les chercher. Troisième idée, donc on vient de parler donner quelques éléments de réflexion sur la culture de l'entreprise. Troisième idée, c'est d'aller explorer cette idée que peut-être aussi que le problème qu'on a, il n'est pas qu'avec la culture de l'entreprise, c'est pas le problème de la banque, mais c'est le problème de management de l'entreprise, c'est le problème de comment on se représente ce que doit être la gestion d'une entreprise depuis le 19e siècle, c'est ça qui est complètement interdomaine. En gros, la manière dont on voit une entreprise depuis donc, le 19e siècle, la révolution industrielle, c'est ça. On pense qu'une entreprise, elle doit être prédictible, on va chercher la certitude, on va rechercher l'efficience, on va surtout chercher la stabilité. Le pire problème qu'on puisse avoir, ce sont les variations par rapport aux standards. Et ce qui nous intéresse, c'est de produire en masse. Donc on va chercher à résoudre des problèmes de capacité. Ça, c'est la manière dont les entreprises se sont construites et avec énormément de succès depuis le 19e siècle. Et pour piloter ces entreprises, on a tout en haut de la pyramide des gens qui pensent avec une illusion de certitude, et puis qui vont dire aux autres, et vous faites. Vous savez, c'est comme dans le film de Le Bon, la Brute et le Truand. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent, et puis il y a ceux qui font. Puis toi, tu fais. Le pouvoir, il est dans les gens qui pensent. Les autres, ils adhèrent au process. Un process, vous savez, la chaîne de production, les uns derrière les autres, ou le waterfall. C'est exactement la même pensée, les uns derrière les autres. C'est la même culture. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'approche mécaniste de l'entreprise. Et là, Shine nous donne encore un élément subtil pour regarder ça. Il nous dit, mais en fait, une culture, l'entreprise, c'est pas monolithique. Dans l'entreprise, il y a des sous-cultures. Et il nous dit souvent, on va rencontrer 3 sous-cultures. On va rencontrer la sous-culture des opérateurs. Eux, c'est ceux qui font, c'est ceux qui livrent. Donc pour eux, c'est important que les choses soient faites. Et donc à partir de ça, ils vont favoriser des valeurs comme l'interdépendance, la confiance, l'apprentissage, les individus, les interactions collectives. C'est écrit en 1985. Qui on reconnaît là ? Qui partage cette culture ? Les agilistes. Pourquoi ? Parce que c'est une culture qui est issue du terrain, c'est issu de gens qui faisaient du logiciel. Et
donc qui fonctionnaient sur ces valeurs-là. Mais dans l'entreprise, on a d'autres cultures. On a la culture des ingénieurs. Les ingénieurs, eux, il faut que les choses soient parfaites. C'est ça leur rôle. Donc eux, ils veulent des solutions élégantes, ils veulent des processus, de l'automatisation. Le problème, c'est les gens, parce que les gens, ils font jamais comme ça a été prévu. Ils veulent de la précision, il faut maîtriser, ils veulent des solutions scientifiques. Donc ça, ce sont les ingénieurs. Qui on peut reconnaître là-dedans? On en avait quelques-uns. Qui ça? Merci. On a les auditeurs, on a les PMO, on a aussi les architectes, par exemple, dans le domaine. Donc il en faut, d'accord? Mais vous commencez à voir que tout le problème va être à un moment donné qui a le pouvoir dans l'entreprise. Et là, on va trouver des notions de pouvoir entre les sous-cultures. Et la dernière sous-culture générique, c'est la culture s'assurer que les choses soient profitables. Parce que si on est dans une entreprise, c'est pour que l'entreprise, elle rapporte de l'argent, elle survive. Donc ça, c'est la finance. Survivre, c'est la guerre. Ça veut dire qu'on a des concurrents. C'est l'ancien PDG d'Intel qui avait écrit un bouquin où il invitait tout le monde à être paranoïaque. Donc c'est vraiment cette philosophie-là. Garder le contrôle. A priori, les gens sont mauvais parce qu'ils peuvent nous piquer notre boulot, notre taf, notre richesse. Et puis, on va magnifier le héros solitaire qui a un peu le super-héros qui va sauver tout le monde, qui est le top manager. Donc voilà, on peut lire en fait l'histoire de l'évolution de l'entreprise comme une lutte de pouvoir entre ces trois sous-cultures. On a un truc qui s'appelle la complicationnite, c'est-à-dire on peut le mesurer, c'est la manière dont tout dans l'entreprise s'est rendu de plus en plus compliqué et pesant depuis des années et des années. Alors on a plein de chiffres, vous pourrez les regarder, mais par exemple, on passe 40% de temps en plus à rédiger des rapports, on reçoit 3 fois ou 5 fois plus d'emails, etc., etc. Ça nous vient d'un rapport du BCG qui a fait le rapport entre la manière dont les exigences ont évolué. Donc, effectivement, les exigences, en 2010, sont un peu plus compliquées qu'avant. Et ça, c'est la manière dont les entreprises ont réagi à cette augmentation de la complexité des exigences. Vous voyez qu'il y a un écart 6 fois et qui ne fait que s'accroître. Ça, c'est ce que l'auteur, il s'appelle Yves Morieux, appelle donc la complicationnite en français, le fait qu'on va surréagir dans l'entreprise par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Le mécanisme, il est très simple et vous l'avez tous vu, et donc ça vient de la culture de l'ingénieur. On a un problème de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? Réflexe, tout de suite. On va nommer un responsable qualité. Tout content. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un budget pour qu'il puisse travailler. Donc il va devoir justifier son budget. Donc il va embaucher des gens qui vont devoir faire respecter le processus qualité. Et puis voilà, on a ajouté la complicationnite. L'agilité, qu'est-ce qu'elle va dire là-dedans? Elle va dire on ne va pas passer par la culture de l'ingénieur, on va passer par la culture des opérationnels. On va ramener la qualité comme étant un problème opérationnel. Vous voyez que c'est déjà un problème de sous-culture, à partir d'où on parle pour traiter un problème. Et donc, qui a le pouvoir, du coup, pour donner la direction dans l'entreprise? Quatrième chapitre, donc ça c'était quelques éléments de réflexion sur donc, la culture dans l'entreprise et les sous-cultures surtout de l'entreprise et les luttes de pouvoir que ça peut générer. On va parler un petit peu de culture agile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une citation de Cécile Dijoux, qui est un auteur que je vous recommande si vous ne connaissez pas, qui dit qu'on, dans les dernières années, les normes ISO et tout ça, on a mis un extraordinaire degré d'intelligence à éliminer l'intelligence humaine. Ce qui peut être une définition en creux de l'agilité. Redonner le pouvoir à l'intelligence humaine. L'origine de la culture agile, c'est ces gens-là. Voilà les auteurs du manifeste agile. Blanc, masculin, middle age, américain et anglais. On pourrait se dire, c'est un peu limité. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que ça vous parle, cette culture-là? On peut se poser la question, d'où ça vient en fait? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que on vous enseigne ça à l'école? J'en sais rien, c'est une question. Conférence de Massy. Est-ce que quelqu'un connaît, à part lui, le monsieur qui est là, est-ce que quelqu'un connaît les conférences Massy? C'est terrible. Parce que tout ce qu'on fait vient de là.
C'est des conférences qui ont eu lieu donc, dans les années 40-50 et qui ont réuni des équipes pluridisciplinaires pour réfléchir, donc des mathématiciens, des logiciens, des anthropologues, des psychologues, pour essayer de réfléchir à comment fonctionnait l'esprit. Et de là sont sortis la cybernétique, les sciences cognitives, les sciences de l'information, c'est-à-dire tout ce qu'on utilise aujourd'hui. L'informatique, ça vient de là. Ça vient de ces choses-là. Vous savez, ces petits robots là, qui font le ménage chez nous, qui sont capables de passer l'aspirateur tout seul, ou qui sont capables dans les piscines, ben, ça vient de là, c'est des applications de la cybernétique. Et de quoi ont parlé ces gens-là? Ils ont parlé d'un truc qui s'appelle la causalité circulaire. C'est quoi la causalité circulaire? Donc, ils ont vu en fait, ils se sont posé la question, comment fonctionne le vivant? Comment fait le vivant pour rester vivant? Et ils se sont dit, le vivant, en fait, il apprend tout le temps. Et il apprend comment? Il apprend par essai-erreur. Et il apprend par un mécanisme qui consiste à dire, j'essaye quelque chose, je bouge, jusqu'à ce qu'un mécanisme me dise, ah, là, je ne peux plus bouger. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle une boucle de feedback. C'est-à-dire quelque chose qui, par rapport à une action, j'essaye d'avancer, me renvoie une information, non, tu ne peux plus avancer. Et là, qu'est-ce que je fais? J'apprends, je ne peux plus avancer. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'avancer autrement. Hop, j'avance. Feedback, tu ne peux plus avancer. Hop, j'essaie. Et voilà. Et là, j'ai simplement modélisé la manière dont fonctionnent les petits aspirateurs. Et ça, quand ils ont découvert ça, ça a ouvert des perspectives énormes. Que, en fait, tout le vivant et tout l'apprentissage fonctionnaient par des boucles de feedback, de rétroaction d'informations. Donc ça, c'est une révolution. Et donc, pour donner un nom à cette révolution, on appelle ça la cybernétique, donc en 1943. Et cette idée-là, c'est l'idée qu'un objet donc, est contrôlé par la marge d'erreur qu'il sépare à un moment donné de l'objectif qu'il cherche à atteindre. Eh bien, cette phrase-là, les gens qui font du Scrum, vous l'utilisez tout le temps. Ça, c'est un dessin qui représente un sprint. Quand on fait un sprint planning, qu'est-ce qu'on fait? On se donne un objectif. Ensuite, on fait. Quand on sort ici, qu'on fait une revue de sprint, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la marge d'erreur entre ce qu'on avait prévu de faire et ce qu'on a fait, et on s'adapte, et on recommence. On fait de la cybernétique. Et c'est pas un hasard, parce que un des deux créateurs de Scrum, dans son bureau d'à côté, il y avait des gens qui faisaient des robots. Donc il est sorti de son bureau, il est allé les voir et il leur a dit « Mais comment vous faites pour faire apprendre à vos robots des trucs ?» Et ensuite, il a essayé de ramener ça dans le développement logiciel. Donc l'idée, c'est qu'on est dans un monde VUCA, volatile, complexe, ambigu, incertain. L'exemple de ce qui se passe en Chine en ce moment, qui peut provoquer une crise économique mondiale, simplement parce que des Chinois ont bouffé des chauves-souris pourries à un moment donné. C'est quand même hallucinant, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce monde-là. Et dans ce monde-là, on ne peut s'en sortir aujourd'hui que par de la cybernétique. On ne connaît pas mieux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être dans le futur d'autres manières, mais aujourd'hui, la meilleure façon de se démerder, c'est celle-là, c'est de faire des expérimentations, c'est-à-dire d'explorer. J'explore, je perçois, et ensuite, je réagis, je fais autre chose. Vous voyez, c'est exactement le mécanisme que j'ai utilisé pour me déplacer tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. Donc, expérimenter. VUCA, complexité, il faut expérimenter. Il faut expérimenter, il faut avoir des moments où on va réfléchir sur nos expérimentations, ce qu'on retrouve dans Scrum avec le principe de la rétrospective, par exemple. Donc une autre définition de l'agilité qui peut découler de ça, qui est très simple, c'est savoir gérer l'écart entre nos projections et ce qui se passe, et la réalité. Scrum le propose d'une façon, mais à partir du moment où vous trouvez votre façon de le faire dans votre environnement, vous êtes en train de devenir de plus en plus agile au fur et à mesure que vous apprenez. Et là, on a des différences culturelles. Oui, on a des différences entre les pays. Ça, c'est un travail qui a été fait par la Harvard Business Review, qui est super intéressant, qui montre sur deux axes comment se prennent les décisions. Est-ce que les décisions se prennent de manière top-down, donc il y a un grand décideur qui dit « vous allez faire comme ça », ou bien est-ce que ça se prend par du consensus? Et puis, est-ce que ça se prend en discutant hiérarchiquement, c'est-à-dire que le chef a plus de voix que les autres, ou bien est-ce qu'on a un processus où tout le monde peut parler
et au final, il y a un mode de décision. Et on voit que suivant les pays, ça change énormément. Vous voyez, par exemple, entre les États-Unis et le Japon, c'est complètement opposé. Ça peut peut-être expliquer pourquoi faire du Toyota Production System appelé Lean aux États-Unis, c'est aussi compliqué. Le mode de prise de décision est complètement différent. On voit aussi pourquoi aujourd'hui les pays qui développent le mieux l'agilité, ce sont ceux-là. Pourquoi ? Parce que leur culture, elle est consensuelle et égalitaire, et pour faire de l'auto-organisation, ça marche super bien, c'est naturel pour eux. En France, c'est plus compliqué. Donc la question que je vous pose, et à laquelle je ne répondrai pas, c'est, hop, ici, où on met le Maroc là-dedans. Mais ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Moi, j'ai eu à intervenir avec des équipes en Turquie, par exemple. Ben, c'est une manière de décider dont il faut tenir compte. Il y a un chef, clairement. Cette manière de considérer qu'on est dans un monde complexe, turbulent, et qu'il n'y a qu'en pensant circularité qu'on peut sortir, on le retrouve exprimé par un monsieur qui s'appelle Edgar Morin. Qui connaît Edgar Morin ? Ok, donc un peu plus que Shine. Donc on a la chance, c'est un penseur français qui devient tout vieux, mais il est encore vivant, il fait encore des conférences. Il a écrit plein de bouquins. Celui-là, il est tout petit et c'est vraiment, voilà, si vous avez un par lequel commencer, celui-là est vraiment bien. Et vous verrez, ça ne parle que d'agilité. Vous pouvez à tout moment surligner dans le bouquin. Pourtant, c'est pas un agiliste, hein, mais c'est pas un informaticien, rien du tout, mais ça ne parle que de ça. Et il nous dit en fait donc, que dans la réalité, les choses sont tissées ensemble, comme les trames d'un tapis. Elles ne cessent d'interagir et de rétroagir les unes avec les autres, et c'est ça qu'on appelle la pensée circulaire. Cette idée que tout est indépendant, que tout est en interaction. Interaction, c'est dans les valeurs du manifeste agile. Donc, cette forme d'intelligence, c'est ce qu'on appelle la pensée complexe, qui est capable de voir les choses qui sont liées ensemble, et qui est contraire à la pensée rationnelle, c'est-à-dire celle qu'on nous apprend à l'école. La pensée rationnelle, elle sépare, elle oppose, pour mieux élaborer des lois et des théories. Elle est vachement bien pour faire ça. Mais le problème, c'est qu'il faut aller au-delà pour aller dans la complexité. On arrive sur la fin. Donc, on retrouve cette opposition. On a souvent ces débats-là dans la communauté agile entre est-ce qu'il faut être agile ou est-ce qu'il faut faire agile ? Et on dit, bah non, c'est vachement mieux d'être being agile que d'être doing agile. Non, ça c'est juste en fait de la vieille manière de penser, il faut être les deux. Comment est-ce que vous pouvez être l'un sans l'autre ? Être sans faire, ça n'existe pas. Et l'apprentissage, c'est être et faire et être. Donc l'idée, c'est que pour travailler dans la complexité, il faut vraiment savoir faire les deux et savoir faire des boucles d'apprentissage et qui inclut aussi dans l'apprentissage tout ce qui va être l'aspect cognitif, c'est-à-dire aussi savoir réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait pour apprendre. Voilà pourquoi le titre de ma conférence s'appelait comme ça, c'est qu'on est vraiment cette idée qu'on est dans la complexité et il faut savoir agir dans l'incertitude et nourrir l'un de l'autre. Je termine rapidement avec quelques éléments parce que vous allez me dire, ok, là on a vu plein de choses, mais comment on fait pour transformer un peu les choses ? Donc, donner un petit peu d'éléments là-dessus. Donc j'avais un DSI avec qui j'avais travaillé qui me disait c'est vachement bien ce que vous faites là, vos trucs d'amélioration continue, mais ça finit quand ? Ça l'embêtait pas. Hein. Je lui dis ben là c'est fini, mais maintenant on va commencer l'amélioration continue. Donc il faut s'adapter. Donc fondement de la transformation, c'est d'arriver à avoir ce fonctionnement-là. Explorer, percevoir, réagir. Et ça, c'est pas nouveau. On a des philosophes qui nous disent ça depuis des années. Penser, c'est expérimenter, disait Nietzsche. Kierkegaard nous dit que la vie, c'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Donc ça fait partie du changement culturel. On est en train de résoudre des problèmes. Ben non, on va essayer des trucs. Et vous voyez, la philo, des fois, c'est extrêmement concret. Et là, j'ai une invitation à faire, c'est que si vous avez des auteurs non européens, la pensée soufie, je suis preneur si vous avez des exemples qui me permettent d'aller là. Donc si on reprend nos modèles de Shine, la communication des dirigeants, donc on a dit qu'elle était surtout sur les valeurs, mais si on regarde, je me suis amusé à compter dans une formation comme Leading Safe.
Le temps qui était passé à parler des artefacts, c'est 81% d'une formation Leading Safe. Donc 80% de ce qu'on délivre est ici. Et donc après, il est normal qu'on ait des problèmes avec la couche rouge parce qu'on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Donc travailler sur la couche rouge, c'est quelque chose qu'on fera en dehors et c'est ce qu'on appelle le coaching. Et ça sera nécessaire. Donc la transformation durable va se jouer quand on sera capable de travailler sur cette partie-là. Pour ça, ça sera mettre en place des boucles de feedback et la capacité à réfléchir en prenant en compte l'information proposée par les boucles de feedback. Expliquer le changement, ça suffira pas. Ça, j'ai aussi souvent des gens qui me disent « mais je comprends pas ». Des top managers, ça fait 7 fois que je leur explique. Ils me font « oui, oui ». Et quand je retourne les voir, ils font pas. Pourquoi ? Parce que comprendre, c'est là, mais le cœur rouge qu'on voyait tout à l'heure, il est inconscient et on peut lui expliquer plein de fois, ça suffira pas. Donc expliquer le changement tout seul, ça marche pas et ça explique beaucoup des échecs de transformation. Il y a un conflit entre la rationalité des dirigeants qui disent ouais, il faut faire comme ça, c'est important pour vous, et puis ce qu'on appelle la rationalité limitée des acteurs. Ça nous vient d'un prix Nobel Herbert Simon en économie, qui nous dit mais oui, mais les gens à qui on demande de faire, on peut leur expliquer, mais eux ce qu'ils voient, c'est leur intérêt immédiat. Et ce qui les fait agir, c'est leur intérêt immédiat. Et si leur intérêt immédiat ne concorde pas avec la solution rationnelle unique des dirigeants, laquelle ils vont choisir à votre avis ? La leur, la mienne, la vôtre, la nôtre, pas celle qu'on essaye de nous imposer. Donc voilà. Pour ça, vous avez, je vais terminer là-dessus. Vous avez le choix, nous dit Shine. Une façon de changer la culture, c'est de virer tout le monde. Puis vous embauchez des nouveaux. Ça marche ? Ça marche très bien. Si vous voulez pas faire ça, il y a une autre solution, c'est de construire la transformation avec les personnes. Parce que là, vous allez pouvoir effectivement travailler sur les croyances internes, inconscientisées, et vous allez pouvoir commencer à changer les choses. Voilà quelques exemples, et puis j'avais d'autres choses à vous dire, mais on va terminer là-dessus. Donc voilà ce qu'on a parcouru ensemble. Je suis en train de terminer, c'est bon, tout va bien, c'est sous contrôle. Donc cette idée d'abord, qu'est-ce que c'est que la culture ? Cet empilement de poupées russes qui se concrétise dans l'individu. Des réflexions sur la culture d'entreprise ou bien culture d'un domaine d'activité de l'entreprise, ou bien sous-culture dans l'entreprise et jeu de pouvoir entre les sous-cultures. Culture du management de l'entreprise, donc cette idée de l'approche mécaniste. Les spécificités de la culture agile et le lien avec la pensée complexe et la cybernétique. Et enfin, cette idée que la transformation, en raccourci, mais ça peut être une idée à emporter, soit on vire tout le monde, soit on implique les gens qui seront impactés à réfléchir sur la transformation. Bon appétit à tous, et puis merci.